Monsieur le ministre de la Culture, représentant du président du gouvernement, Monsieur le président de l'université, Monsieur le député, Madame la directrice de l'Académie tahitienne, Mesdames et Messieurs, membres de la société civile, chers collègues, chers étudiants, quelle émotion! Quelle émotion de voir aujourd'hui un amphithéâtre de l'université accueillir autant de monde pour un événement scientifique, et qui plus est sur un thème juridique. Pour ma part, en presque 20 ans de carrière, je n'ai que très rarement vu un colloque de droit attirer à lui un tel public. Et encore, me diront certains, l'accès s'en est trouvé limité par les circonstances sanitaires, et de fait, nous avons la frustration et le regret d'avoir dû refuser un nombre conséquent de demandes d'inscription pour respecter les exigences sanitaires. Mais ce colloque a lieu, enfin, et je dis enfin parce que, comme cela vous a déjà été dit, il est un projet né il y a plus de 2 ans et qui, en raison de l'épidémie mondiale, a dû être reporté 3 fois déjà. C'était cette fois-ci la dernière tentative. Le travail, les efforts, l'énergie déjà déployée pour remettre sur le métier une telle entreprise étaient trop grands pour que l'on puisse envisager un 4e report. Et pourtant, chacun devine combien la menace qui pesait sur la tenue de ce colloque était forte ces dernières semaines. Et l'obstination à vouloir le mener à bien a sans doute confiné, aux yeux de certains, à une forme de déraison. Je dois à cet égard exprimer une gratitude immense à ceux qui y ont cru avec moi malgré tout, à ceux qui m'ont aidé à convaincre qu'il était possible d'attendre avant de tout annuler, à ceux qui ont accepté de continuer à travailler alors que tout laissait penser que c'était peine perdue. Merci à tous ceux qui, au-delà de leur travail, m'ont apporté leur soutien et leur confiance avec 1000 petits messages de courage et d'affection pour garder l'espoir et l'envie, et avec comme lien commun à tous ces messages la conviction que les efforts finissent toujours par être récompensés. À cet égard, je dois des remerciements tout particuliers à la présidence de l'université pour avoir accompagné ce projet depuis le début et l'avoir soutenu malgré la tempête sanitaire qui l'aura affecté à 3 reprises et qui, ces dernières semaines, le compromettait encore gravement. Merci pour cette confiance et merci d'avoir considéré que ce projet valait la peine d'être porté malgré tous les vents contraires. Au-delà de la présidence, merci à toutes les personnes qui, dans les services de l'UPF, ont travaillé pour que ce colloque puisse se tenir. Merci à Sophie au service mission qui a fait, défait et refait les ordres de mission et modifié encore et encore les réservations d'avions au gré des soubresauts du Covid. Merci à Moerani au service financier pour, de la même façon, avoir établi, annulé, rétabli des bons de commande, les avoir refaits, puis encore modifiés chaque fois que les mesures sanitaires nous ont obligés à tout recommencer. Merci à Vaé et Camille au service de communication pour avoir tout mis en place dans l'urgence absolue lorsque nous avons su, enfin, il y a une semaine, que ce colloque allait vraiment avoir lieu. Merci à Mélanie du service de la recherche qui a suivi depuis 2 ans l'avis du dossier colloque foncier qui n'aura pas été un long fleuve tranquille. Merci à Stéphanie, l'assistante du président, d'avoir répondu à mes incessantes questions, d'avoir trouvé des solutions à tout alors qu'elle avait 1000 autres choses à gérer en cette période de crise sanitaire. Merci à Ronan et Christophe qui gèrent les techniques de communication, de faire en sorte que cet amphithéâtre soit relié à tous ceux qui ne peuvent pas être présents physiquement. Le public, bien sûr, mais je pense aussi à nos intervenants qui nous parleront depuis la France. Je salue Monsieur Fulchiron et Monsieur Tcherkezov qui nous suivent en direct. Et aussi à nos étudiants du campus connecté de Rayatea qui nous écoutent et que je salue également. Merci enfin à tout le service logistique qui nous a aidés à mettre en place le matériel pour que nous puissions vous accueillir dans de bonnes conditions. Pardon de cette longue énumération, mais je tenais à ce que chacun comprenne que derrière l'organisation d'un colloque, l'université mobilise de nombreuses personnes et dans cette affaire, à cause des rebondissements sanitaires, elles ont été mobilisées bien plus que d'habitude. Merci aussi, bien sûr et chaleureusement, à mon laboratoire de recherche, le GDI,
dirigée par M. Semir Alwardi, et à la Maison des sciences de l'homme du Pacifique, dirigée par M. Éric Comte, d'avoir adhéré à ce projet dès ses prémices et de l'avoir soutenu jusqu'au bout. Enfin, toujours au sein de l'université, un merci tout particulier à mes collègues et à mes étudiants qui m'entendent parler de ce colloque depuis des mois et des mois. Les étudiants en particulier qui ont vécu avec moi les inquiétudes de ces dernières semaines et qui ont fait preuve d'un investissement qui m'émeut profondément. Certains d'entre eux, tout à l'heure, prendront la parole pour vous présenter un cas d'école en matière foncière. Ils sont étudiants en master de droit. Pour chacun d'eux, c'est la première fois qu'ils prendront la parole en public. Et devant quel public ? Il faut comprendre que, au-delà de l'épreuve que constitue pour eux cette présentation, les conditions dans lesquelles ils l'ont préparée étaient vraiment inconfortables. Car rappelez-vous que cette année, la rentrée universitaire s'est faite totalement en distanciel. Cela veut dire que lorsque je leur ai parlé de cette présentation que je voulais leur confier, il y a 1 mois à peine, nous n'étions pas physiquement ensemble. Certains ne m'avaient jamais vu. Et nous étions dans l'impossibilité de nous réunir pour travailler en raison du confinement. Ils ont donc fait tout ce travail de préparation à distance, avec les difficultés de coordination que cela suppose. Lorsque la prolongation du confinement a été décidée jusqu'au 20 septembre, nous avons compris que nous ne nous verrions pour la première fois que 3 jours avant le colloque. J'ai beaucoup craint, je l'avoue, que cela ne les décourage. Et pourtant, aucune, car ce sont des filles qui se sont lancées dans l'aventure, aucune n'a renoncé. J'en suis profondément émue et je les en remercie très chaleureusement. Bien sûr, le sujet leur tenait à cœur, mais là encore, les contraintes étaient telles qu'elles auraient pu déclarer forfait. Toutes sont restées sur la pirogue, malgré le tangage. Et malgré ce que va infliger à leur timidité, le fait de parler tout à l'heure devant 200 personnes, sans compter ceux qui suivent le colloque à distance sur la chaîne de l'université. À cet égard, des remerciements très chaleureux aussi pour Monsieur Youssef Genzoui, maître de conférence en droit privé, mon collègue, qui a pris en charge cette présentation des étudiantes, qui les a coachées à la fois juridiquement et humainement dans la scénarisation de leur présentation. Merci Youssef pour ton temps, ton enthousiasme et ton amitié, très sincèrement. Mais au-delà des étudiantes qui prendront la parole tout à l'heure, il y a une vingtaine d'autres étudiants qui se sont portés volontaires pour aider à toute l'organisation matérielle du colloque. Ce sont eux qui assument le rôle peu facile de faire respecter le protocole sanitaire sur lequel nous nous sommes engagés. Vous savez tous que les contraintes qui s'imposent, l'inscription en ligne, le contrôle à l'entrée, la distribution des masques, les propositions d'autotest, surtout tout à l'heure la canalisation des flux, toutes ces contraintes sont dues à la situation sanitaire encore fragile de la Polynésie. Les étudiants ont compris les enjeux et ils se sont portés volontaires pour aider à ce que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Il faudra les remercier de cette tâche difficile et chacun de nous être discipliné lors de nos déplacements tout à l'heure pour les aider à faire en sorte que tout se passe bien. En acceptant ce rôle, ils m'ont impressionné par leur envie profonde de participer à un événement qui touche à la question des terres. C'est que, en effet, ce sujet leur tient à cœur. Ils me l'ont tous dit. Et je crois qu'ils sont fiers que l'université s'en saisisse et parle de ce qui les touche à travers leurs histoires familiales, comme ils touchent de près ou de loin la plupart des Polynésiens. Je quitte maintenant l'université et mes remerciements vont bien sûr et immédiatement à Monsieur Tehari Alpha, vice-président du gouvernement, ici représenté par Monsieur le ministre de la Culture. Monsieur Tehari Alpha qui, dès le départ, a adhéré à ce projet avec enthousiasme et confiance. À travers lui, le pays a soutenu la concrétisation matérielle de ce colloque, en accordant toute confiance à l'université, sans être jamais intervenu dans la construction scientifique du programme, sans jamais m'avoir questionné sur les sujets traités ou les intervenants.
C'est donc un très bel exemple de collaboration entre l'université et les pouvoirs publics qui s'est ici réalisé, où la liberté universitaire a pu s'exprimer totalement. Cela devrait aller de soi, bien sûr, mais l'expérience montre, en métropole ou ailleurs, que ce n'est pas toujours le cas, dès lors que les sujets sont sensibles. Je tenais donc à le souligner ici et à en remercier au nom de l'université, Monsieur le vice-président. Je dois bien entendu remercier aussi, très chaleureusement, toutes les personnes qui ont accepté de prendre la parole pour ce colloque consacré à la propriété foncière et aux liens de parenté. Vous entendrez au cours de ces 2 jours des professeurs et des chercheurs, bien sûr, mais aussi des professionnels du secteur foncier, des magistrats, des notaires, des avocats, des agents de l'administration et des personnes de la société civile qui, à un titre ou à un autre, sont impliqués dans la problématique terrienne. Là encore, tous, malgré les difficultés, se sont accrochés à ce projet. Les difficultés étaient matérielles, évidemment, liées aux conditions sanitaires. Je l'ai dit tout à l'heure, nos intervenants métropolitains ont dû tordre leurs emplois du temps et les retordre encore pour retarder leur arrivée en raison du confinement prononcé en Polynésie depuis 1 mois. Leur départ de France n'a été autorisé pour certains que moins de 72 heures avant le décollage de leur avion. Vous conviendrez que c'était pour le moins inconfortable. Tous, pourtant, ont supporté cette incertitude et ils sont tous là aujourd'hui. Ils vous disent, à travers cela, qu'ils ont compris, eux aussi, combien le sujet était important pour la Polynésie et combien, au fond, c'est un beau sujet. Merci très chaleureusement à eux. Mais les difficultés n'étaient pas que matérielles. Pour les intervenants locaux, parler de la terre, ici, publiquement, ça n'est pas forcément chose facile. Combien de fois ai-je entendu, lorsque j'ai sollicité les uns et les autres, « Sandrine, tu sais, la terre ici, c'est sensible. » Oui, la terre, c'est sensible, et c'est justement pour cela qu'il faut en parler. Tous ceux qui ont accepté de parler pour présenter les différentes problématiques, parler des difficultés de leur métier, évoquer leur manière de voir les choses, confronter les points de vue, tous l'ont fait avec le souhait que les choses se passent sereinement. Car un colloque universitaire n'est pas une tribune politique. Ce n'est pas un lieu d'affrontement ou de vindicte. C'est un lieu de parole, de réflexion. C'est un lieu d'échange, de débat, oui, de débat, dans le respect de la parole de l'autre. La parole qui d'ailleurs, j'y tenais, pourrait être en polynésien, si quelqu'un en éprouve le besoin. Monsieur Tamatoa Bambridge et l'une de ses étudiantes ont accepté d'assumer à cet égard un rôle d'interprète, et je les en remercie. Je sais que la terre est en Polynésie un sujet d'émotion. Je sais qu'on ne peut parler de la terre sans parler de la colonisation. Je sais que la terre, c'est une question au sujet de laquelle un ressentiment fort existe. Je sais que la terre est trop souvent un sujet de conflit et de douleur dans les familles. Alors, parlons-en. Ce colloque n'a aucunement pour ambition d'apporter des solutions toutes faites à un problème plus que centenaire. Il n'a pas été conçu pour favoriser un mode de solution plutôt qu'un autre. Son projet, modeste, est de dire ce qu'il en est aujourd'hui de la terre en Polynésie et de le faire sous un angle bien précis, celui des droits fonciers à l'épreuve des liens de parenté. J'insiste sur ce point. La question des terres pose de multiples problèmes. Elle peut être prise sous des angles très différents. Il n'est pas question de vouloir tout aborder, cela n'aurait aucun sens. Aujourd'hui, il n'est pas question d'évoquer des difficultés qui ont défrayé la chronique et qui posent des questions très sérieuses, mais qui ne sont pas dans le sujet de ce colloque. Dans de nombreux endroits en Polynésie, des terres font l'objet de litiges et d'incertitudes juridiques. Des personnes sont mises en cause, des propriétaires de bonne foi craignent que leurs droits soient anéantis. Il existe des problèmes de cadastre, des actes juridiques sont contestés, certains subissent des expropriations, d'autres des expulsions.
Des terres présumées domaniales ne devraient pas l'être aux yeux des occupants. Des terres se sont trouvées appropriées dans des conditions discutables. Tous ces problèmes existent et méritent attention, mais ils ne sont pas l'objet de la réflexion d'aujourd'hui. Je demande à chacun de s'en souvenir lorsque seront ouverts les temps d'échange avec le public, car il ne s'agira pas de répondre sur des points que les intervenants n'ont pas travaillés, qu'ils connaissent mal ou pour lesquels ils n'ont pas été sollicités. L'objectif sera de rester dans le sujet, les droits fonciers au regard des liens de parenté. Ce colloque va donc démarrer. Je ne vais pas vous en faire une présentation détaillée car j'ai déjà beaucoup trop parlé. Je voulais juste préciser dans quel état d'esprit il a été pensé. Il s'agit d'un colloque de droit, certes, mais le droit ne peut pas être compris indépendamment du pays pour lequel il existe. Le droit, je le dis sans cesse à mes étudiants, n'est qu'un outil. Il n'est pas une fin en soi. Pour comprendre les règles juridiques, pour savoir à quelle histoire elles renvoient, pour savoir sur quelle mémoire collective elles se fondent, pour comprendre si les règles sont pertinentes, adaptées, ou si elles devraient être réformées, il faut comprendre le pays, la société, les gens auxquels ces règles se destinent. À cet égard, il sera très souvent question des spécificités polynésiennes, qu'il s'agisse des structures familiales, des modes de résolution des conflits, de la manière d'appréhender la propriété collective ou la propriété individuelle, qu'il s'agisse, au fond, de la manière de faire famille autour de la terre. Comment faire famille autour de la terre en Polynésie? Voilà une très belle question, mais une question qui ne peut pas être uniquement juridique. Si dans ce colloque nous la posons sous l'angle du droit, nous la voulons entourée de sa culture, comprise à travers sa culture. C'est pour cette raison qu'avant même de débuter les interventions proprement juridiques, j'ai souhaité qu'il soit dit haut et fort combien les Polynésiens sont attachés à leur terre. Pour le dire, il ne fallait pas un juriste. Un historien, un sociologue, un anthropologue aurait sans doute su dire ces choses-là. Mais l'idée n'était pas d'avoir une analyse scientifique de plus. Je souhaitais une manière différente d'évoquer cette relation, une expression plus culturelle, plus intime. Je suis à cet égard très touchée que Madame Flora de Vatine, dont chacun connaît l'attachement à la culture polynésienne, ait adhéré à cette idée. Elle a compris, je crois, qu'il était important pour moi de montrer qu'on ne peut faire du bon droit sans connaître les gens. Alors, avant de parler du droit et de la terre, nous parlerons des gens et de la terre, et nous le ferons à la manière polynésienne. Je nous souhaite à tous 2 très belles journées de réflexion. Merci.